Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magnifique auditorium de la Société Saint-Gobain. Nous sommes réunis pour cette dernière session de la semaine, notre semaine consacrée à la thématique immobilier, bâtiment bas carbone dans le monde à l'horizon 2050. Et dans cette dernière session, nous allons parler, entre autres, d'eau, de déchets, d'énergie. Nous aurons quatre intervenants et je vous présente le premier d'entre eux, donc Stéphane Bourg, qui est directeur Ofremi d'un groupe BRGM. Je le présente très rapidement avant de lui passer la parole. Donc Stéphane, vous êtes directeur de l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, donc l'Ofremi du BRGM, et vous êtes impliqué dans l'économie circulaire, des matières premières et bien sûr dans la transition énergétique. Vous allez nous parler donc des besoins en matières premières stratégiques, quelles ressources pour y répondre, et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec ce micro, voilà, c'est parfait. Merci pour l'invitation et de l'opportunité de pouvoir vous parler de matières premières stratégiques pour la transition énergétique. Je ne vais pas vous parler de matériaux de construction, je ne vais pas vous parler de bâtiments, ça va peut-être dénoter un peu, mais je vais vous parler de transition énergétique, numérique, écologique, des ressources qu'il faut pour satisfaire cette transition. Alors évidemment, je vais axer plutôt ça autour, vous allez voir, de la mobilité électrique parce que ça permet de bien illustrer. Ça va me permettre aussi de vous parler de l'organisation des chaînes de valeur. Ça va me permettre de vous parler de la disponibilité des ressources. Ça va me permettre de vous parler du rôle potentiel du recyclage dans la souveraineté nationale et européenne. Et puis un petit peu d'économie circulaire, c'est-à-dire quels sont les modèles, comment on pourrait mettre tout ça en place dans un monde assez particulier avec des cas qui sont très différents. Comme Bruno vous l'a dit, je suis le directeur de l'Observatoire français des ressources minérales. Cet observatoire a été créé il y a juste 6 mois à la demande du gouvernement suite au rapport de Philippe Varrin en janvier 2022. L'observatoire n'est pas une entité en elle-même. Aujourd'hui, c'est un consortium principalement porté par le BRGM avec le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, l'ADEME, le CNAM et l'IFRI. Et donc, nous travaillons pour les pouvoirs publics. Nous travaillons aujourd'hui pour 6 ministères à peu près et pour les filières industrielles au travers de leur fédération. Donc aujourd'hui, nous travaillons pour la plateforme française automobile, nous travaillons pour le groupement des industries de l'aéronautique, de l'électronique, de l'électricité. Et puis nous sommes en contact avec un volet qui va devenir peut-être un peu plus matière, ressources minérales propres, avec des échanges qui sont en cours avec les fédérations autour de l'industrie du plâtre notamment, donc voilà, du gypse, etc. Il y a des possibilités sur lesquelles on n'est pas pour l'instant. Donc je vais directement partir, résumer un peu ce que je vous ai dit. Donc l'Ofremi, rapport Varrin, on a été créé en septembre 2022. En novembre 2022, dans un contexte français, donc sur lequel je reviens peut-être un petit peu, mais aussi dans un contexte européen qui est en mouvement autour des matières premières, avec l'annonce dès septembre du fait qu'il allait y avoir un Critical Raw Materials Act et qui a été officiellement publié le 16 mars dernier par la Commission européenne, donc par Ursula von der Leyen. Mais aussi, ce qu'il faut voir et qui est vachement intéressant, c'est que cette thématique, au niveau européen, elle est portée par un commissaire qui est français, puisque c'est Thierry Breton. Donc, évidemment, des interactions assez fortes avec les stratégies françaises. Donc, l'Ofremi, qu'est-ce que l'on fait? On fait des analyses de filières par rapport à l'offre et à la demande des matières premières pour satisfaire des besoins dans des scénarios de transition, d'évolution, scénarios que nous prenons soit dans les existants, soit que nous déterminons avec le gouvernement. Donc en ce moment, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement sur la future SFEC, stratégie française
énergie-climat pour faire des estimations de quantité de matière dans tel ou tel scénario, par exemple. Et puis, on a tout un travail de fond pour avoir dans nos bases de données en permanence les cours des matières premières, les productions, où est-ce qu'il y a de nouvelles mines qui vont s'ouvrir, qui sont les acteurs internationaux sur ces filières-là. Et tout ça afin de pouvoir faire des analyses de risque, de résilience, des stress tests. Donc, il y a aussi un gros volet à l'international avec le ministère des Affaires étrangères notamment. Donc, dans quel contexte aujourd'hui est-ce qu'on se situe par rapport aux ressources, aux matières premières, à l'énergie au niveau mondial dans un premier temps? Ben, au niveau mondial, je pense que je ne vous apprends rien. La population croît toujours. Certains prévoient un plateau dans quelques années, mais croît toujours. Pour satisfaire aux besoins de la population, on a besoin d'énergie. Vous savez que le bien-être mondial est associé à une consommation minimale d'énergie. Je pense qu'on est pas mal de pays à l'avoir dépassé, toutefois. Et ces besoins en énergie ou les besoins de la population sont liés à des besoins en matières premières. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ces trois courbes augmentent à peu près de façon corrélée. Y a-t-il un lien ou pas? Je pense que oui. Et puis, quand on se place dans un contexte de transition énergétique, évidemment, on peut mettre en parallèle les émissions mondiales de CO2 et on voit que cette courbe suit à peu près les trois autres. Donc, tout est lié. Et si on veut pouvoir agir dans un monde où on a besoin d'énergie, que l'on veut sortir des matières fossiles, des énergies fossiles, et donc pour lesquelles on aura besoin de plus de matières minérales, tout en émettant moins de CO2 pour satisfaire les besoins d'une population en croissance, vous voyez qu'on rentre dans un système un peu complexe. Cette consommation des matières premières, aujourd'hui, elle est environ de 60 gigatonnes, principalement portée par les matières qui concernent ce master, le sable, les graviers, les roches écrasées, etc. Puis les métaux, le charbon, le calcaire, le bois, les pétroles, les céréales et l'agroalimentaire. On prévoit un doublement de ces besoins d'ici 40 ans, donc d'ici 2060. Et puis dans ces 60 gigatonnes, un quart à peu près est lié aux matières hors construction, avec une position forte, évidemment, vous le voyez ici, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, de la Chine. Alors, la question qui se pose constamment et à laquelle on nous demande de répondre sur plein et plein de matières diverses et variées, c'est va-t-on manquer de ressources dans ce contexte de transition? Alors, je vous illustre ça aujourd'hui avec quatre métaux différents. Bon, le lithium n'est pas forcément un métal, mais 4 matières différentes. Le cuivre, le nickel, le lithium et le cobalt. Pourquoi? Je vais illustrer, comme je vous l'ai dit, ça autour de la transition de la mobilité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les définitions ressources-réserves. Hein. Donc, quand on fait de l'exploration géologique, on commence par repérer des anomalies dans l'organisation du sous-sol. Puis, quand on les caractérise un peu plus, on a un gisement, c'est-à-dire qu'on sait que dans un certain volume, on a les matières qu'on cherche. Puis, quand on a réussi à définir plus précisément les zones où on a des concentrations spécifiques dans les minéraux d'intérêt, on a une ressource. Et à partir du moment où on a réussi à déterminer qu'à un certain coût économique, avec des technologies connues et maîtrisées, on peut les exploiter, on a une réserve. D'accord? Donc, la donnée la plus fiable, c'est la réserve. Et si on continue à creuser et à approfondir notre connaissance, la ressource peut se transformer en réserve. Donc, vous voyez que sur le cuivre, on est à 3,5 milliards de tonnes de ressources, un peu moins d'1 milliard de tonnes de réserves. Pour le nickel, on est à peu près à 350 tonnes de ressources, mais à peine 100 tonnes de réserves. Pour le lithium, on est aujourd'hui en ressources, on est en train de croître pas mal, mais on va atteindre à peu près les 100 millions de tonnes. Je pense que d'ici la fin de l'année, à mon avis. Et pour le cobalt, on est bien en dessous. Donc là, on se dit, oh là là, la transition énergétique, cobalt, lithium, avec tout ce qu'il faut dans les batteries, on ne va jamais s'en sortir. Le nickel, il en faut pas mal dans les batteries. Bon, par contre, la France, avec Eramet, a un accès au nickel. Et puis le cuivre, il y en a plein, on n'a pas de souci à se faire. Ce qu'il faut voir, c'est que cette notion de ressources et de réserve, elle évolue en permanence.
Si je prends les données de 2000, donc d'il y a 20 ans, vous voyez que les ressources en cuivre étaient la moitié de celles d'aujourd'hui. Par contre, les réserves n'étaient pas tellement plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 20 dernières années, on a un petit peu exploré la production de cuivre. Par contre, on n'a pas poussé ça pour essayer ou se dire qu'on allait devoir en produire beaucoup plus. Les réserves n'ont pas vraiment augmenté. Pour le nickel, là, vous vous apercevez qu'on a plus que doublé les ressources, on a aussi plus que doublé les réserves. Pour le lithium, c'est la même chose. Pour le cobalt, c'est un peu moins vrai. Si les ressources ont augmenté, les réserves pas tellement. Alors, ces données-là, elles parlent un petit peu, mais elles parlent moins que si on essaye de le ramener à nos besoins. Et donc, pour ça, j'ai divisé mes ressources et mes réserves par la consommation annuelle. Donc là, c'est les mêmes données que tout à l'heure, divisées par la consommation annuelle 2021. Donc, vous voyez que pour le cuivre, eh bien, j'ai à peine plus de 100 ans de ressources et moins de 40 ans de réserves. Pour le nickel, j'ai à peu près 100 ans de ressources et là aussi à peu près 40 ans de réserves. Pour le lithium, par contre, j'ai à peu près 1000 ans de ressources et 250 ans de réserves. Et pour le cobalt, j'ai 150 ans de réserves et 45-50 ans de ressources pour le premier et 40-50 ans de réserves. Quelle était la situation en 2000? Pour le cuivre, elle était un peu moins bonne en ressources, mais bien meilleure en réserve. Pour le nickel, la même chose. Par contre, pour le lithium, vous voyez qu'on est à peu près constant. Donc, tout ce qu'on entend sur le lithium, on va en manquer, etc. Que signifient ces courbes? Ces courbes, elles signifient que quand on a besoin de quelque chose, on le cherche. Quand on le cherche, on le trouve. Et quand on y met les moyens, on arrive à le produire. La production de lithium a augmenté énormément ces dernières années, mais les réserves de lithium ont doublé entre 2019 et 2020. C'est-à-dire que notamment en Amérique du Sud, l'exploration autour des salars et la mise en exploitation prochaine de ces salars fait que les réserves de lithium, finalement, augmentent très vite et les ressources aussi. Alors, le lithium est un cas un peu particulier, puisqu'avec les salars, finalement, c'est assez simple de mettre en production. Par contre, là où on voit qu'une tension peut apparaître, c'est le cobalt. On voit que le cobalt, par contre, la capacité de fournir nos besoins a énormément diminué. Et ça veut dire qu'on n'a pas assez exploré, on n'a pas assez prospecté et mis en œuvre les moyens pour produire suffisamment ces ressources dans les temps qui nous sont intéressants. Donc, on n'a pas, globalement, quand même, on n'a pas de problème de ressources et de réserves. Il y en a dans le sous-sol. La question, c'est de les produire. Donc, le problème, il est où? Il est dans le temps. Aujourd'hui, pour ouvrir une mine, il faut plus de 16 ans. Ça veut dire qu'on connaît aujourd'hui tous les projets de mines qui seront mis en activité d'ici 2035. Il ne va pas y avoir de grosses perturbations. Ça veut dire qu'on peut déjà estimer les productions des matières qui nous intéressent d'ici 2035, à l'exception du lithium, parce que le lithium des salars, on peut mettre en opération un salar en 5 ans à peu près. Donc sur le lithium des salars, là, on va pouvoir aller plus vite. Mais ici, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'à partir du moment où les courbes dépassent les aires, ça veut dire qu'on ne produira plus assez par rapport à la demande attendue. Donc, vous voyez que c'est le cas ici sur l'ensemble des métaux qui sont cités. Sur le fait qu'il y a le cuivre, ici, le cobalt et le lithium. Donc, même si le lithium, on arrive à développer des mines et qu'on a une ressource et des réserves gigantesques, aujourd'hui, quand même, si on n'intensifie pas le développement des projets miniers très rapidement, on va en manquer par rapport aux besoins attendus de la transition telle que présentée dans différents contextes. Et l'autre problème, c'est l'énergie. Extraire de la matière, ça demande de l'énergie. 10% de l'énergie primaire mondiale sert à extraire et à raffiner les métaux. Et donc, c'est des quantités qui sont énormes et des quantités en plus qui, à la proportion de la matière extraite, dépendent de ces matières. Pour les métaux de base, cuivre, fer, nickel, zinc, plomb, qui sont très concentrés dans les minerais,
la quantité d'énergie est relativement correcte, mais dès qu'on va passer à ce qu'on appelle les petits métaux indispensables, que ce soit aux alliages de haute performance ou à la transition énergétique, les quantités d'énergie pour les extraire sont 2, 3, 4 ordres de grandeur supérieures à l'énergie qu'il faut pour extraire le cuivre, le plomb ou le zinc. Donc ça, c'est aussi le problème suivant, l'énergie. Et puis, dans un contexte actuel, je pense que ce n'est pas compliqué d'en faire la déduction que plus d'énergie, c'est plus de coûts. Donc, une production des matières premières qui, au niveau mondial, devient de plus en plus chère. Le problème suivant, c'est une forte dépendance à un nombre limité de pays. Je vous ai dit qu'il y avait des ressources et des réserves de la plupart des matières premières dont on a besoin. Le petit point faible, c'est qu'elles sont rarement en Europe et en France. Et ce que vous voyez, alors là, c'est la figure de 2020, j'aurais pu mettre celle de 2023 qui est sortie la semaine dernière, avec un gros monopole de la Chine, évidemment, encore plus maintenant qu'en 2020, et puis selon les matières sur d'autres pays. Mais l'Europe, elle, est relativement peu productrice des matières premières dont elle a besoin pour la transition énergétique. La complexité suivante, elle est dans les chaînes de valeur. Ce n'est pas parce que telle ressource est extraite dans tel pays qu'elle est ensuite raffinée dans le même et qu'on y a accès par les mêmes systèmes. Donc aujourd'hui, le cobalt, principalement extrait en Afrique, mais raffiné en Chine. Donc quand on a besoin de cobalt, le problème, ce n'est jamais avec l'Afrique, c'est toujours avec la Chine. La même chose sur le lithium des salars. Le lithium des salars, majoritairement, il part se faire raffiner en Chine, puis transformer ensuite en grade batterie au Japon et en Corée, avant d'arriver dans les cellules, les batteries, etc. Aujourd'hui, le lithium qu'on a dans nos batteries ici en France a déjà parcouru 50 000 km avant d'arriver dans nos batteries. Je pense que plus que ce qu'il ne fera jamais dans les batteries de certaines de vos voitures. D'accord ? Donc là aussi, on peut se poser des questions sur l'organisation de ces chaînes de valeur. Et puis ensuite, il y a la compétition entre les secteurs industriels et les technologies. On a une compétition sur plusieurs de ces ressources entre secteurs stratégiques et entre applications qui chacune d'entre elles demande aussi des voies de production différentes. Et selon la façon dont on a organisé nos marchés, on a plus ou moins accès à ces ressources. Et tout ça pour faire des technologies dont nous avons besoin, mais que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, vous voyez ici les principaux fabricants d'éoliennes. Cherchez les Européens, vous aurez du mal. Alors, je crois qu'on en trouve peut-être un, mais vous aurez du mal à en trouver. Et pour les batteries, n'en parlons pas. Aujourd'hui, la situation va peut-être changer, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout producteur. Aujourd'hui, si on produisait du lithium chez nous aujourd'hui, il ferait comme le lithium du Chili. Il irait en Chine. D'accord ? On n'a pas, nous, aujourd'hui, la capacité industrielle de le transformer dans les matières qu'on appelle les matières actives de cathode pour en faire des batteries. Par contre, aujourd'hui, vous avez parlé de ESG dans votre introduction. Aujourd'hui, Renault, Stellantis, Peugeot, il faut citer plusieurs marques quand on commence à en citer, sinon, se doivent de connaître leur chaîne d'approvisionnement, leur chaîne de valeur, justement par rapport aux enjeux réputationnels liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Ces chaînes de valeur sont très complexes. Toute la partie verte, c'est tout ce qui va concerner jusqu'au raffinage des métaux, des matières. La partie bleue, c'est leur transformation dans des matériaux, composants, produits finis. Et avec des complexités énormes. Là, il y a quelques étages représentés, mais il peut y avoir 15, 20 intermédiaires entre la mine et le vendeur de voitures. Je vous l'ai dit, le lithium fait 50 000 km. Et ça, aujourd'hui, ils doivent le comprendre, le connaître pour pouvoir rassurer les investisseurs sur le respect de ces fameux critères ESG. L'OFREMI est là pour les aider à comprendre cette organisation, sachant que la crise russo-ukrainienne a mis en lumière la nécessité de comprendre ça. Hein. Il y a plein de constructeurs qui se sont aperçus qu'à partir du rang N-3, N-4 de leur chaîne d'appro, les matières venaient de Russie. Et puis que même s'ils étaient passés par un autre fournisseur, au bout du rang -3, -4, là aussi, la matière venait de Russie. Donc,
aussi un manque de solutions ou d'organisation des marchés pour diversifier finalement une offre sur laquelle on peut garantir la chaîne d'approvisionnement, et donc sur tous les points que je vous ai mentionnés. Alors, une option qu'on envisage en Europe pour se dire, tiens, on a la mine urbaine, on a nos déchets, on a ce qu'on veut, quelle place peut tenir le recyclage? Alors là, je vais parler du recyclage par rapport aux technologies de la transition énergétique. Attention, mon message ne s'applique pas forcément à toutes les matières, mais dans le cadre de la transition énergétique, qu'en est-il? Le cuivre, on attend une croissance du marché du cuivre entre 3 et 3,5% sur les 50 prochaines années à peu près, relativement stable. Le cuivre est très bien recyclé. On peut lire des chiffres qui vont de 20 à 50 à 60% dans la littérature selon comment on le comprend, comment on le mesure, etc. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que par rapport à ces 3%, entre 2020 et 2050, on va avoir besoin d'1 milliard de tonnes de cuivre. Entre 2050 et 2070, on va avoir besoin de 1,8 milliard supplémentaires. Qu'entre l'Antiquité et 2020, on a produit 1 milliard de tonnes de cuivre. Donc ça veut dire que si à partir de 2020, je voulais fonder mon économie du cuivre sur le cuivre recyclé, je peux. Il suffit que j'aille récupérer tout le cuivre qui a été produit depuis l'Antiquité et que je le recycle. C'est facile à dire, c'est impossible à faire. Donc aujourd'hui, on entend aussi que le cuivre est très bien recyclé. 40% en moyenne selon les... Le seul problème qu'on a, c'est qu'il est recyclé physiquement, mais il n'est pas recyclé fonctionnellement. C'est-à-dire que tous les cuivres qui sont récoltés sont mélangés, refondus, et ça fait un cuivre recyclé, mais qui n'a jamais les propriétés ou les caractéristiques pour une fonction particulière. Donc c'est du cuivre qui va être utilisé en dégradé. C'est-à-dire que le cuivre qui est utilisé pour les caténaires de la SNCF est un cuivre très particulier avec des prescriptions précises. Aujourd'hui, il ne peut pas être produit par recyclage. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir. De par certaines réglementations, de par certaines certifications, de par certaines voies de production, le recyclage ne permet pas de fournir les matières dans la qualité dont on en a besoin. Et puis, pour les métaux qui sont vraiment cruciaux pour la transition et dont la croissance est aujourd'hui autour de 15%, 15%, ce n'est pas difficile, c'est la croissance qu'il faut avoir pour développer le véhicule électrique entre aujourd'hui et 2035 pour passer à 0 véhicule thermique vendu en 2035, si vous y croyez. Donc 15%. 15%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande, j'avais ça écrit ici et ça écrit là. 15%, ça veut dire que la demande double tous les 5 ans. Et donc, en 15 ans, durée de vie d'une batterie, à peu près, il est multiplié par 8. Donc, si dans 15 ans, je recycle toutes les batteries qui ont été produites aujourd'hui, à 100%, c'est-à-dire que j'en collecte 100% et que je récupère 100% de la matière, j'aurai satisfait au maximum, théorique, 12,5% de mes besoins. Donc, quoi qu'on fasse, 87,5% de la matière viendra de la mine. Il n'y a pas d'autre option. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête quand on bâtit une économie, quand on bâtit une chaîne de valeur, quand on bâtit un modèle. Donc évidemment, ces 12%, ce n'est pas possible. 5%, ça peut être potentiellement jouable, mais il faut vraiment s'organiser. Et puis il y a quelque chose qu'on peut oublier derrière, c'est qu'en 15 ans, qui vous dit qu'on aura les mêmes technos de batterie qu'aujourd'hui? Donc aussi bien, tout ce qu'on est en train de développer sur le recyclage des batteries aujourd'hui, il faut recycler les batteries, ok, mais ce n'est pas sûr que les matières qu'on en sortira dans 15 ans fabriqueront les batteries de dans 15 ans. Vous entendez sûrement parler des batteries tout solides, des batteries au sodium, des batteries soufre, tout ce que vous voulez, qui n'auront peut-être pas besoin des mêmes matières. Et d'un autre côté, le fait que ça peut être une bonne nouvelle, parce que si ce marché de ces technologies-là de batteries résiste, finalement, les quantités, et donc que leur part de marché n'augmentera peut-être pas beaucoup ou aura rebaissé d'ici 2035, 40, 50, là, on pourra finalement remplir un certain besoin pour ces technologies-là. Si on restait à technologie constante et avec une production stable au niveau de la mobilité, par contre, à partir de 2050, on pourrait tourner en boucle fermée, puisque 2035, on ne vend plus que des véhicules électriques, le parc est constant. 15 ans plus tard, on pourrait théoriquement tout refabriquer. Mais ce que vous voyez, c'est ce time shift dans le recyclage qui fait qu'il y a une grosse inadéquation entre les besoins et l'offre.
Alors, avec en plus un point que j'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est que si nous, aujourd'hui, en Europe, en France, on produit des matières de haute technologie, comme le cobalt, le nickel, etc., nous n'avons pas les industries pour les transformer de nouveau en matériaux actifs de cathode et en batterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après les avoir séparés à des coûts prohibitifs par rapport au marché aujourd'hui, on n'aurait pas d'autre choix que de les renvoyer en Asie pour qu'ils soient retransformés en batterie. Et la Chine a très bien compris que l'avenir, il n'était pas dans la mine. Hein. L'avenir, il est dans le produit fini. En 40 ans, la mine est passée d'un pays minier à un produit vendeur de technologie, que ce soit les véhicules, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Et chaque fois que vous passez du minerai à la matière, de la matière au composant, du composant au système, vous augmentez, vous multipliez par 10 votre business. Et donc, la valeur ajoutée, elle est vraiment dans la dernière fonctionnalité. Donc, l'Europe, évidemment, s'organise. Hein, vous entendez parler des gigafactories que l'on est en train de construire, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gigafactories qu'on est en train de faire chez nous n'ont pas les unités qui permettent de partir du cobalt métal pour en faire les matériaux actifs de cathode. Les matériaux actifs de cathode, pour au moins les 10 ans qui viennent, viendront d'Asie. D'accord? Donc, on va être des assembleurs de batteries. On va être des fabricants de cathodes et des assembleurs de batteries. Donc, recycler même les déchets de fabrication des batteries aujourd'hui, si on n'accélère pas la fabrication des usines, la construction des usines pour fabriquer les matériaux actifs de cathode, ben, il faudra que ces matières repartent sur le marché. Alors, pour développer ces business models, enfin, pour mettre en place ce recyclage, en plus, il faut qu'il y ait un business model. Un business model qui, malheureusement encore, aujourd'hui, doit être basé sur la vente des métaux. Ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. J'en dirai un petit mot juste après. Et ça, selon ce qu'on recycle, évidemment, on peut avoir des opportunités de business model complètement différentes. Les platinoïdes, rhodium, platine, évidemment, valent très, très cher. Le rhodium, en 2021, a eu un cours qui a varié entre 400 000 et 700 000 euros le kilo. Le néodyme, entre 25 et 40. Il est monté jusqu'à 130 il y a un mois. Il est redescendu à 90 il y a 3 jours. Je ne sais pas si vous savez pourquoi il est redescendu d'un coup. Tesla, qui consomme 1% des terres rares mondiales, a annoncé qu'il allait mettre un moteur sans terres rares. Le cours des terres rares a chuté, mais de 30 ou 40% d'un coup. Là. Il va remonter demain, hein, vous affolez pas, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et puis, un autre problème du recyclage, c'est que quand on recycle, on est dans une économie basée sur des flux. On recycle les déchets qui apparaissent chaque année. Alors que quand on est dans la mine, on gère des stocks. Je vous ai expliqué tout à l'heure, ressources réserves. Ces stocks, ils sont connus, caractérisés, définis. On a calculé le business model pour exploiter la mine pendant 20 ans, 25 ans, selon les réserves qu'elle a. Ça rassure les investisseurs. Le recyclage, on ne peut traiter que ce qui sort chaque année. On a très peu de stocks de recyclage pour recycler, hors déchets miniers, hors certains déchets industriels, qui sont des vrais potentiels. Et ça, pour les investisseurs, c'est très mauvais. Et il y a eu un exemple assez caractéristique il y a quelques années, c'est le recyclage par Solvay des lampes fluocompactes, avec le développement d'une usine à Saint-Fond et la valorisation de l'usine de La Rochelle. L'usine a ouvert en décembre 2012, a fermé en janvier 2016. Pourquoi? L'avènement des LED en 3 ans a complètement tué le marché des lampes fluocompactes. Solvay a compris que le flux allait tarir, que le business model n'allait pas tenir, et donc autant arrêter de suite. Je passe très vite en plus sur le fait qu'on a différentes boucles de recyclage, boucles courtes, boucles longues. Est-ce qu'on remet juste la matière dans le circuit? Est-ce qu'on va en ressortir les éléments? Est-ce qu'on utilise ces éléments pour refaire des batteries ou dans d'autres secteurs industriels? Donc là aussi, ça va jouer sur la forme chimique, donc sur le coût de production. Donc pas forcément se borner à faire du recyclage fermé. La même chose pour les aimants. On peut aller réextraire les terres rares. Ça vaut le coup sur les petits aimants parce qu'ils sont très abîmés. Ça n'a aucun sens sur les aimants d'éoliennes qui font 5 tonnes. Là, la poudre, hormis la surface qui s'est abîmée, la poudre, le cœur de l'aimant, il est de très bonne qualité. Donc, on peut refabriquer des aimants juste après un broyage, un décapage, etc. Et puis, il peut y avoir des modèles qui font abstraction du coût des matières premières. Ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité, ça s'appelle le tolling, ça s'appelle le compte matière. Renault est un exemple. Il a mis en place le recyclage des pots catalytiques où il reste propriétaire de la matière depuis la casse des voitures jusqu'à la refabrication des pots catalytiques et il ne paye que les coûts de transformation et de refabrication
de ces pots catalytiques en faisant appel à des industriels dont c'est le métier et qui maîtrisent déjà ça. Et avec ça, vous faites complètement abstraction du coût de la matière première. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, sur les pots catalytiques, avec la disparition des moteurs thermiques, on peut se dire que ça va devenir une source de platinoïdes. Et le platine, à quoi il peut servir? Il peut servir aujourd'hui à aller faire des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aussi anticiper ces transitions en ne laissant pas échapper la matière première. Pour conclure en 1 minute, on est dans un contexte législatif assez fort, avec différentes lois ou réglementations françaises ou stratégies, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie française énergie-climat, la feuille de route économie circulaire, la disparition des voitures thermiques en 2035. Et donc, nous, quand on nous demande de calculer les quantités de matière qu'il faut pour la transition de la mobilité, par exemple, moi, tout ce que je peux dire en toute première approximation, c'est que ça va dépendre du choix de mobilité qu'on fait. Ça, ce n'est pas pour vous présenter les scénarios, mais juste pour vous dire qu'entre un business as usual et puis un scénario où on aurait une mobilité basée sur de la sobriété, les quantités de matière pour fabriquer les batteries, un facteur 4. Juste là. Un calcul tout simple. Donc, il y a un choix de société derrière les quantités de matière dont on a besoin. L'Europe s'est dotée du Critical Raw Materials Act pour définir sa position. Il y a des matières critiques et des matières stratégiques. Quelques-unes sont des minéraux, mais la plupart sont des métaux. Vous voyez le feldspar, le fluorspar notamment, qui sont dans la liste. On va nous demander d'extraire en Europe, de raffiner en Europe, de recycler en Europe, de ne pas dépendre d'un seul pays. On met en œuvre des mesures pour soutenir l'investissement industriel au travers du Net Zero Industry Act. On met en place des structures européennes pour guider ces stratégies avec les agences nationales. L'OFREMI en fait partie. Et va donc contribuer au développement de ces stratégies. Donc, pour conclure, il n'y a pas de problème de disponibilité des ressources. Dans les phases de transition, la seule réponse à la demande en matière première, c'est la production à partir des mines, et ça, il faut l'assumer. La production à partir des déchets ne fait sens que si elle répond à un besoin de valeur ajoutée sur le territoire. À des fins de souveraineté, nous devons connaître, sécuriser et garantir nos chaînes d'approvisionnement. Et on doit contribuer à l'effort collectif de réduction des impacts de la production des ressources qui ne doivent pas être portés par la seule activité extractive. C'est trop facile de dire c'est les pays miniers qui polluent et nous, avec nos panneaux solaires, on ne pollue pas. Ce n'est pas acceptable, c'est plus entendable. C'est un des biais de la stratégie nationale bas carbone et de la COP 21 qui base toutes les estimations sur les émissions territoriales et pas sur les empreintes environnementales. Et donc, nous devons utiliser ces matières stratégiques à leur juste besoin, donc être dans une consommation responsable. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation d'une incroyable clarté. Merci aussi pour les recommandations à la fin.